nous étions en République démocratique du Congo, on évoquait donc les élections. On va parler de la machine à voter ou machine à problème. C'était quand même la première fois que la RDC testait ces machines à voter. David Jagbavi, ça a dû être pour la Commission électorale nationale indépendante un gros défi logistique, ces machines-là. Oui, très, très gros défi, partiellement réussi. Dans certaines régions, en RDC, ça n'a pas posé de problème. Dans d'autres, ça a posé de très gros soucis aux électeurs et puis au personnel qui devait diriger les électeurs. C'est la première fois que ces appareils sont sortis pour être utilisés dans ce processus électoral. Et donc, pour une première découverte, c'est vrai que ça surprend et puis après, ça vous fait perdre le mécanisme normal de vote. Mais ça a quand même été réussi dans certaines régions, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est un appareil aussi qui va déterminer aussi la limitation des mécanismes de fraude auxquels on assiste souvent lors de ces élections. C'est tellement informatisé que dès que vous votez, voilà, l'appareil enregistre que vous avez voté. Il n'y a pas de bourrage d'urne, il n'y a rien après. Mais vu que c'est le gouvernement qui a accepté qu'on apporte ces appareils, il a certainement son œil dedans et il saura par quel processus peut-être contourner les chiffres qui sortiront de ces appareils. Mais pour l'ensemble des Congolais, je crois que la machine a été une première expérience qui a permis à cette population de découvrir ce nouveau système de vote. Ça a été fait dans d'autres pays en Afrique. On a connu le cas de la Gambie qui a voté avec des billes. Voilà, on espère que chez nous aussi en 2020, si tout va bien, peut-être qu'on aura cette chance au Togo d'aller voter à partir des appareils numériques. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait en France, aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'aller perdre votre tour dans une rangée ou dans un rang. Vous arrivez et puis vous votez électroniquement, ça passe vite. Mais la population congolaise, vu l'engouement qu'elle a manifesté pour ce processus électoral, cette population est attentive aux résultats qui vont sortir des urnes et elle attend de pied ferme à partir du 6 janvier, si tout va bien, la proclamation de ces résultats. Alors, certains estiment, certains de l'opposition, que ces machines ont plutôt traîné les opérations parce que normalement, si tout va bien, chaque votant a 3 minutes sur la machine, mais ailleurs, ça a pris 10 minutes, 15 minutes et ça a empêché la foule venue voter d'accomplir massivement son devoir civique. Oui, effectivement, parce qu'on a signalé que dans certains bureaux de vote, on a clôturé, mais il y avait des files d'électeurs interminables, de longues files qui étaient là, d'électeurs qui étaient là, mais qui n'ont pas pu voter. Et non seulement ça aussi, dans certains centres aussi, ces machines n'ont pas fonctionné. Dans certaines villes même, c'est à peine 2 machines qui ont fonctionné. Ça a été fait à dessein. Ça a été fait à dessein, bien évidemment. Et non seulement ça aussi. Bon, comme David le disait, c'est tout un nouveau appareil. Et vous savez qu'avec la nouveauté, avec la technologie, les populations ne sont pas très adaptées, ne sont pas habituées à ce genre d'appareils. Et ça aussi, ça a créé un peu de retard et des dysfonctionnements par rapport à la manière de voter et surtout le temps qu'il faut prendre dans le bureau de vote. Donc il y a tous ces problèmes aussi, sans oublier aussi la panne technique, puisque il y en a assez. On a recensé jusqu'à près de 500 appareils de vote qui sont tombés en panne selon l'Église catholique qui a mobilisé des observateurs sur le terrain. Donc c'est signalé que le processus, disons, l'appareil à voter a posé de sérieux problèmes au niveau de la RDC. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le plus souvent, ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir multiplient des manœuvres pour pouvoir contourner tout ce qu'il y a comme dispositif, disons, constitutionnel, pouvant les amener à quitter le pouvoir. Donc, ils multiplient des stratagèmes. On a vu le cas avec Yaya Jammeh, qui a voulu tester des billes et il s'est assuré
qu'il passerait. Mais au finish, la détermination du peuple gambien a fait que lui-même, il a été avalé par ses propres billes. Donc on se demande au niveau du Congo, est-ce qu'on ne va pas attendre à un scénario à la gambienne là-bas, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces appareils, bien que cela ait pu poser des problèmes, on a vu des électeurs qui étaient très déterminés, qui étaient là, et même dans les bureaux de vote où ils ont prorogé l'heure de clôture, on a vu des gens qui étaient arrivés chercher leur nom et passaient par tous les moyens pour pouvoir voter. Donc tout ceci nous amène à dire que même si Kabila procédait par des manières ou bien par des moyens dolosifs pour pouvoir imposer son dauphin, il y a quand même cette réalité qui saute à l'œil. Le peuple congolais ne voudrait plus de Kabila, ni de son dauphin, ni de qui que ce soit qui soit proche de M. Kabila. Est-ce que l'un des problèmes pour les élections en RDC, ce n'est pas aussi la CENI qui n'a pas su expliquer aux populations comment procéder avec les machines? Si dans les grandes villes, ça a été relativement facile parce que le niveau d'information est plus élevé, dans l'arrière-Congo, ça a été très compliqué pour les populations qui n'ont pas accès à l'information de pouvoir voter avec la machine. Est-ce que la CENI avait toutes les prérogatives? Est-ce que le gouvernement a permis à la CENI de véritablement faire son travail d'éducation, de sensibilisation? Moi, je crois que non, parce que Kabila et son gouvernement avaient planifié pour que ces élections n'aient pas lieu d'abord. Et sous la pression, ces élections ont été organisées et il fallait trouver des stratagèmes pour véritablement poser des blocages dans le processus électoral. À quelques semaines, à quelques jours, on apprend que tout l'appareil a été incendié. Voilà, Kinshasa. Et ça a porté un gros coup au processus. Malheureusement, pour les complices de cet incendie, la CENI s'est engagée à aller coûte que coûte à ces élections. Et ça a été fait. Il y a eu un report de quelques jours pour permettre à la CENI de disposer de tous les appareils nécessaires pour cela. Maintenant, la population congolaise a-t-elle été sensibilisée ou éduquée ou alors informée sur l'usage de ces appareils? Je pense que c'est plus au-delà de ça. C'est plus l'envie et le désir de la population de faire partie Kabila. Même si c'est des robots qu'on amenait en RDC pour le vote. Les Congolais sont prêts à y aller. Et ce qui était extraordinaire, c'est cette mobilisation le jour du vote. C'est extraordinaire que on ait senti toute cette grosse foule-là qui est sortie pour aller voter. Des gens sont restés dans les lignes durant des heures pour voter. Dans les provinces où le vote n'a pas pu être organisé, les populations ont improvisé des votes. C'est extraordinaire. Et ce vote, et Ibrahim disait tout à l'heure que ce vote est officieux. Oui, mais ça portera un coup si les élections venaient à être organisées dans ces trois provinces. Puisque le résultat qui sortira de cette vote, de cette élection officieuse, ne peut jamais être changé si dans 3 mois, voilà, on organise des élections dans ces provinces. Et donc, être formé pour utiliser... La CENI n'avait pas d'abord les moyens pour sensibiliser et former la population à l'usage de ces appareils. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas voulu permettre à la CENI d'aller au bout de sa mission. Mais derrière ça, il y a cette envie, ce désir de la population d'accomplir son devoir civique en imposant un vote au gouvernement de Kabila. Et comme je le disais tout à l'heure, même si c'est sur des hélicoptères qu'il faut aller voter, les Congolais étaient prêts à aller voter. Et ça a posé quelques petits soucis techniques, mais dans l'ensemble, les observateurs ont notifié que le processus s'est bien déroulé. Mais est-ce que l'opposition congolaise aussi n'a pas eu quand même une approche assez compliquée de la machine? Parce qu'on a vu au début, c'était Tshisekedi qui disait pas d'élection avec la machine à voter. Fayulu était également très catégorique et puis au fur et à mesure, les positions ont varié jusqu'à ce qu'on accepte d'aller à ces élections avec ces machines-là. Il faut dire que c'était des réponses qu'on apportait à Kabila, parce que Kabila, comme
le disait David, multiplier des stratagèmes pour que l'élection n'ait pas lieu. Il voudrait continuer par gouverner le peuple, parce que s'il n'y a pas élection, il demeure toujours président, il est toujours à la présidence. Et le plus souvent aussi avec ces présidents, c'est la boulimie du pouvoir. Quand ils viennent au pouvoir, ils se proclament des réformateurs, mais au fil du temps, et surtout ne disposant pas d'autres issues, parce que il faut aussi le souligner, ceux qui s'accrochent au pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire à part être au palais. Sinon, s'ils avaient d'autres alternatives, comme certains présidents en Occident ou bien en Amérique, aussitôt après avoir quitté le palais présidentiel, ils sont dans des fondations, ils sont dans des conférences, ils sont, voilà, parce que en amont, ils ont un background qui les prédispose à ce genre d'activité après le palais. Donc voilà le problème qui se pose au niveau de la RDC. Kabila, il ne sait que manier les armes. Donc quand il quitte, c'est que c'est fini. Il est à la maison. Donc il multiplie des stratagèmes pour pouvoir s'éterniser, rester au pouvoir et continuer par imposer sa façon de gérer tout le peuple congolais. Et donc l'opposition a vite compris, et c'est pour cela que l'opposition aussi s'entend, le peuple derrière elle se dit que même si on apportait un processus, on organisait un processus mal ficelé, un processus avec tout ce qu'il y a comme, disons, fraude, tentative de fraude ou bien de manipulation des résultats et tout ça là, ce qui est sûr que la détermination du peuple congolais est assez élevée, que même si on organisait des fraudes ou bien on passait par des stratagèmes pour pouvoir manipuler les résultats, ce qui est sûr que l'opposition va sortir, parce que on sentait quand même cette fougue au niveau de la population à tourner la page Kabila. C'est ce qui a amené l'opposition à varier dans sa position dès le départ. Non, on n'accepte pas le matériel de vote qu'on nous impose, et par la suite ils se sont dit que non, même si c'est ça, allons aux élections, puisqu'ils ont senti que Kabila ne voulait pas des élections. Donc maintenant, ils sont obligés d'accepter certaines conditions pour le forcer à aller à ce scrutin. Et évidemment, le scrutin a eu lieu et on attend les résultats. C'est vrai que pour le moment, l'opposition n'a pas commencé par manifester une certaine joie pour dire qu'elle a pris de l'avance, mais il n'y a que Martin... disons, pas Martin, mais non, le dauphin de Kabila, je vais parler de Ramazani, qui a commencé par dire que dans certaines villes, il est convaincu quand même qu'il vient en tête et qu'il est... En tout cas, il se dit confiant par rapport à l'issue. Ah oui, il se dit confiant par rapport à l'issue de ces élections. Avec les discours des candidats qui... réclamaient la victoire sans que la CENI ou l'organisme officiel n'ait prononcé les résultats. Non, mais généralement, le candidat, même le plus piètre, fait un effort pour dire qu'il passerait, parce qu'il est confiant dans la victoire et il se dit qu'il a travaillé sur le terrain et que les gens ont voté pour lui, même si c'est lui seul qui glissait son bulletin à sa faveur et que les autres, ils sentaient vraiment qu'il y avait quand même... une détermination à ne pas voter pour lui, mais il va dire que tout le monde est pour lui et que ça marche. C'est aussi une communication politique, c'est une façon aussi de mettre la pression sur l'organisme qui organise les élections. On évoquait tout à l'heure la coupure d'Internet. On sait qu'au niveau de la CENI, de la RDC, certains résultats seront transmis par Internet, notamment parce qu'on a voté avec la machine et que la machine est reliée aussi à Internet. Tout cela va jouer? D'abord, on ne sait pas pourquoi l'Internet a été coupé. La raison... Je dis sur ordre du gouvernement. Oui. Le gouvernement a quel pouvoir pour couper l'Internet? On avait d'autres pays aussi. Au lendemain. L'Internet a été coupé lors des manifestations. C'est extraordinaire. C'est en Afrique qu'on peut voir des banalités pareilles. C'est extraordinaire. Je ne peux pas comprendre qu'on dise qu'on coupe l'Internet parce qu'on vient de sortir d'une élection et qu'on se dit que, voilà, sans aucune raison en plus. Au-delà, il faudrait que les gouvernements africains arrivent à respecter les populations. Au-delà de l'aspect politique, il faut voir le besoin qui est celui relatif à l'utilisation de l'Internet aujourd'hui. Lorsque vous coupez l'Internet dans un pays, on a vu ce qui s'est passé au Togo, c'est des milliards que vous perdez.
Et donc, il faut penser d'abord à ça. Il faut laisser de côté l'aspect politique et aller beaucoup plus vers l'aspect économique. Ce n'est pas normal que ces élections, que l'Internet soit coupé à la veille ou au lendemain des élections. Et en coupant l'Internet, vous donnez tous les signaux à l'opposition de vous taxer de fraude, etc. Parce que tout le processus en RDC a été informatisé. Et donc, il y a un canal informatique par lequel les résultats doivent être envoyés à la CENI. On a donné la date du 6 pour donner les résultats. On coupe l'Internet et jusqu'à nouvel ordre, d'après ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il n'y a pas de date fixe où l'Internet va être revenu. Pendant ce temps que l'Internet est coupé, comment la CENI ou les différentes commissions vont pouvoir travailler pour envoyer les résultats à la base? Comment tous ces résultats pourront être centralisés pour sortir des résultats issus de cette élection? C'est toute la question. Et je pense que l'opposition congolaise doit veiller à cela et exiger du gouvernement l'ouverture de l'Internet. Il n'est pas normal que cet outil soit aujourd'hui coupé parce que on vient de sortir d'un processus électoral. C'est aberrant. Il faudrait que la population congolaise comprenne qu'elle a le droit d'exiger du gouvernement la mise à disposition de l'Internet, qui est un outil utilisé aujourd'hui un peu dans le monde pour faire développer son économie, etc. Il ne faut pas qu'on ait un regard politique sur la question. Ça prive également les candidats qui ont leur centre de compilation d'avoir les résultats, parce que la plupart de leurs témoins envoient les résultats par Internet. Bien évidemment. Bien évidemment, l'Internet est devenu un outil très indispensable dans la vie de tout un chacun. Ça a révolutionné le monde, comme on le dit, et surtout en Afrique, avec Internet, on retrouve l'éthique dans presque tous les domaines, au niveau de l'économie, de la santé, même partout. Mais c'est un peu aberrant et c'est le signe des gouvernements qui se reprochent beaucoup de choses par rapport à la démocratie. Et quand on coupe Internet, c'est que on voudrait cacher beaucoup de choses. C'est ce que ça veut dire. C'est l'idée première qui vient à l'esprit. Parce qu'on veut cacher peut-être des forfaitures, on veut cacher des fraudes, on veut cacher beaucoup de choses. Donc, on prive l'Internet pour que cela ne soit pas su. Mais le drame dans cette façon de faire, c'est que les gens oublient que la technologie a suffisamment évolué. Même si Internet est coupé, il y a le darknet que certains utilisent. Les hackers ont des systèmes pas possibles pour pouvoir contourner, disons, le système installé par les gouvernants. En dehors de ça aussi, il y a maintenant Internet par satellite. Donc, les gens ont tout le matériel qu'il faut suffire seulement de disposer. Peut-être, il suffit seulement d'avoir une antenne parabolique chez soi et le tour est joué. Il y a des façons pour pouvoir travailler avec Internet et contourner le circuit normal déposé par le gouvernement. C'est ça aussi que certains pouvoirs, surtout les dictateurs d'Afrique là, oublient. Pour eux, quand on coupe Internet, c'est qu'ils peuvent cacher tout ce qu'ils sont en train de faire, mais ils oublient que les choses ont évolué. Et là aussi, ça soulève le débat de la boulimie du pouvoir. C'est quand on aime trop le pouvoir, on pense que c'est la consécration, il n'y a plus rien, à part être président, qu'on verse dans ces travers. Moi, je dis des travers parce que quand vous gouvernez et que vous avez l'amour pour votre pays et que vous voulez véritablement travailler pour le bien-être de vos populations, vous n'allez pas les priver d'Internet. Parce qu'il y a élection, vous les privez d'Internet. Mais c'est grave parce que David le disait tout de suite. Il y a eu cette tentative au Togo. Nous avons vu les milliards que les sociétés et même tous les secteurs de l'économie togolaise ont eu à avoir comme impact. Ça n'a jamais été remboursé. Ah oui, ça ne peut pas être remboursé. Ailleurs, c'est fini. Ailleurs, le gouvernement allait rembourser ces dettes-là.
Ah oui, mais il faut voir aussi dans quel pays ces mécanismes-là sont. Parce qu'il faut faire un procès. Et quand on parle de procès... Ah oui, non, il faut forcément un procès. Vous avez vu ce qui se passe en France? Les gilets jaunes avec les manifestations des gilets jaunes. Les chefs d'entreprise qui sont dans les petites et moyennes entreprises disent qu'ils ont perdu des milliards d'euros et que le gouvernement doit payer ces milliards d'euros parce que c'est le gouvernement qui a occasionné ces manifestations. On n'a pas besoin, ils n'ont pas fait de procès. Normalement, dans un pays au Togo, pour le cas du Togo, le gouvernement allait rembourser toutes ses dettes. En RDC, le gouvernement congolais doit rembourser toutes ses dettes pour que les opérateurs économiques puissent disposer des moyens économiques et pouvoir véritablement travailler. La politique n'a jamais développé un pays. C'est l'économie qui développe un pays et d'autres facteurs. La politique nuit beaucoup plus au pays. En tout cas, en Afrique, le constat dégagé qu'aucun pays africain n'est développé grâce à la base de la politique. Voilà. Ouais. Et donc, l'opposition congolaise, moi, je pense que cette opposition aussi devrait s'attendre à cette coupure d'Internet et à toutes les tentatives de fraude que le gouvernement voudrait mettre en place. Voilà. Et donc, cette opposition devrait prendre ces dispositions pour contourner cette coupure d'Internet. Et j'estime que l'opposition a été très vite éveillée et qu'elle a pris les dispositions pour véritablement faire comprendre au gouvernement que même si l'Internet est coupé, nous avons la possibilité de recevoir les données des résultats de nos différentes bases électorales. Et lorsque cet Internet va être rétabli, l'opposition pourra disposer de ces chiffres aussi pour les montrer. Au cas où la CENI venait à donner d'autres chiffres. De toute façon, on tend vers une certaine tension en RDC. Oui, on tend vers une certaine tension. Et vous avez vu que la tension ne fait que monter en RDC parce qu'il y a d'abord le problème de toutes les irrégularités qui ont été remontées et des tentatives d'empêcher les électeurs favorables à l'opposition de voter. Et aussi par rapport au dépouillement, il y a eu beaucoup de représentants des candidats de l'opposition qui ont été écartés des bureaux de vote. Vous comprenez que cela ne peut que donner une suspicion de fraude, et une suspicion de manipulation des chiffres. Et donc tout ça là, ça fait que l'atmosphère aujourd'hui est vraiment très, très, très électrique au niveau de la RDC. On se dit que dans les jours à venir, on peut craindre le pire parce que si Kabila est décidé, comme on le sent dans ses manières d'opérer ces derniers temps, s'il est véritablement décidé à faire passer Ramazani, ce qui est sûr est que ça ne sera pas chose facile. Beaucoup ne vendent pas trop cher la peau de Ramazani, mais c'est une élection. Et Ramazani a des chances également. Ramazani a des chances également, oui, mais dans l'actuelle situation de la RDC, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce que Ramazani, c'est l'héritier politique de Kabila. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, qui parle de Ramazani parlera forcément de Kabila. Et les Congolais aujourd'hui disent qu'ils ne veulent plus de Kabila. Et donc, tout ce qui sent Kabila n'est plus désirable. Et Ramazani a très tôt compris. Je pense que ça a été aussi un choix contre sa volonté, s'il faut le dire comme ça, parce que s'il fallait choisir quelqu'un dans l'entourage de Kabila, il y avait des figures emblématiques en tout cas. Et donc Ramazani avait été coopté parce que Kabila avait plus confiance en lui. Et malheureusement, son choix n'a pas porté. Et c'est ce qui a déterminé aussi véritablement la mobilisation des ressources publiques autour de sa campagne. On a vu comment son équipe de campagne a été composée. C'est pratiquement toute la fonction publique congolaise qui a été mobilisée, le personnel de la présidence, qui a été mobilisé. Ça a été dénoncé par l'opposition, mais ça n'avait pas donné les résultats auxquels l'opposition s'attendait. Mais ce qu'il y a, c'est que le peuple congolais est celui qui décidera de son prochain dirigeant. Et quand on parcourt un peu, ou quand vous vous approchez des Congolais, vous leur posez la question,
beaucoup, je dirais pas la majorité, mais la grande partie de la population veut que Kabila parte parce que pendant 17 ans, il a dirigé le pays. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je le disais tout à l'heure, il avait porté l'espoir au décès de son papa. Il était arrivé au pouvoir à 28 ou 29 ans. Il était très jeune. Voilà. Il avait porté l'espoir de la jeunesse congolaise, mais très tôt, il est rentré dans les anciennes méthodes qui étaient dénoncées sous Mobutu. Et il était très tôt rentré dans ces anciennes méthodes. On vous dit que la famille de Kabila dispose d'un patrimoine terrien qui fait l'équivalent de 10 fois la principauté de Monaco. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout le Togo peut appartenir, c'est-à-dire tous les terrains qui sont sur le territoire togolais sont pour la famille de Kabila. C'est une famille qui a plus de 80 entreprises en RDC. Ses proches sont positionnés à des grands postes. Il y a, voilà, et alors que derrière le peuple congolais a faim et il ploie sous une famine indescriptible. Il y a la guerre dans les différentes provinces, on n'arrive pas à stabiliser, alors que les enfants de Kabila, son entourage, voilà, vivent dans l'opulence. Ça fait mal. Non, c'est le vrai problème. Sinon, quand vous voyez un peu, et c'est presque le même chemin dans tous les pays africains où il y a un problème d'alternance, ce n'est pas la personne du président qui pose problème, mais c'est le système, la façon de gérer le bien, le patrimoine commun. Parce que quand vous allez dans ces pays, mais les scandales financiers, mais c'est extraordinaire. C'est l'entourage du président qui s'accapare de tout l'appareil de l'État, l'économie, et ben c'est de la gabégie, les détournements. Et là où même ça frustre encore plus les populations, c'est la façon de dépenser l'argent public. C'est extraordinaire. Vous les voyez dans la Java, dans les Bamboula, un peu partout en Europe, on signale leur présence avec des grosses illettrés. C'est-à-dire que le président équateur-guinéen. Donc tout ceci, pendant ce temps, la population locale qui appelle la presse, misère. Qui appelle la presse ça ne peut qu'irriter ses achats sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. Vous voyez tout ça là. Et même, il y a la petite histoire. On dit même pour prendre du chocolat, on est prêt à mobiliser un avion. Vous comprenez? On va marquer la pause et on revient après le journal. Les Aïe Kakare, ils ont de l'argent.